Bon, nous allons commencer cette session. J'aimerais, au nom de Bernard Kouchner, l'excuser. Il ne peut pas être présent. Il a eu un deuil dans sa famille et il n'a pas pu venir jusqu'à Biarritz. Donc, excusez-le. Je rapporterai les débats de ce congrès très intéressant et je passe la parole à Ivan Abramovitch qui va animer le débat. Bonjour à toutes et à tous pour cette session donc, sur les rapports entre la thématique des droits humains et les politiques des drogues. Donc, pour illustrer cette thématique, on va avoir 3 zooms thématiques localisés avec le cas de l'Uruguay, le cas des États-Unis et puis la situation du crack à Paris. Donc avec un petit décentrage puisqu'il n'est pas question de légalisation du cannabis et de légalisation des drogues, mais plutôt d'un nœud de problématiques qui se sont agrégées autour du crack. Ce qu'on vous propose, c'est de laisser un espace pour les questions après chaque intervention. Et donc de laisser 20-25 minutes à chacun des intervenants pour exprimer leur position. Donc on va commencer par Milton Romani, qui est l'ancien secrétaire général de la Junta Nacional de Drogas en Uruguay, c'est-à-dire l'autorité de coordination des drogues, qui a notamment piloté la mise en place de la légalisation du cannabis à usage récréatif, puis à usage médical. Milton. Bueno, buenos días a todos. Bonjour à vous tous. À nouveau, ensemble, on commence à avoir l'addiction. Les personnes qui parlent de drogue, nous avons un problème avec celle-ci, mais aussi parce qu'on se transforme progressivement dans cette addiction. Mais je ne veux pas parler de drogue, je vais vous parler de droits de l'homme. Même si je dois vous dire que avant d'arriver, j'ai vu certains titres qui m'ont fortement surpris, qui proviennent du pays de John, des États-Unis, qui sans doute est paradoxal, là où est née la guerre contre la drogue dans l'Amérique latine et aux Caraïbes. Nous avons supporté largement comme une guerre contre les personnes que cette guerre contre la drogue, comme une stratégie géopolitique qui lui a donné une présence à des bases et des équipements des États-Unis sous le prétexte de la guerre contre le trafic de drogue. Enfin, de ce territoire, de cette terre, ce grand pays, arrivent les titres de l'actualité. États-Unis, et je cite, Seattle décriminalise les psychédéliques à l'unanimité. Elle a rejoint l'État de l'Oregon, comme je disais hier, les villes de Santa Cruz et d'Oakland, en Californie, le district de Columbie, Denver, et plusieurs villes du Michigan et du Massachusetts. Je répète, c'est une paradoxe, mais hier, j'avais la possibilité de parler à travers un ami que le processus de légalisation et d'acceptation et de régulation du cours légal des drogues avec des contrôles divers commence à s'imposer. Moi aussi, hier, je vous disais que c'est aussi paradoxal, par ailleurs, et qui a lieu aussi aux États-Unis, que ce qu'on appelle la crise des opiacés et qui dénude complètement la promotion, la corruption développée par l'industrie pharmaceutique dans le cas de la marque l'oxycodone, et développée également par Johnson & Johnson à travers une publicité frauduleuse et qui a coûté aux États-Unis uniquement en 2017 environ 70 000 décès par overdose. Et je vous disais déjà hier aussi qu'au marché, il faut le réglementer. Il faut
réaliser une régulation de ces marchés. Et je propose qu'il y ait une co-régulation, c'est-à-dire régulation partagée entre l'État et la société, entre l'État, les organisations sociales représentantes des usagers qui puissent contrôler depuis un point de vue des droits de l'homme la circulation légale des substances que nous avons tous droit. La vision des réductions des risques pour l'usage des substances et la promotion des risques associés, je le répète, j'aime beaucoup parler de co-gestion étatique et sociale. Ce n'est pas seulement une technique comme nous avons écouté et qui a été promue dans plusieurs villes et qui ont connu un succès énorme dans la gestion des épidémies de l'héroïne en Europe et aussi à Vancouver. Je me rappelle parfaitement le délégué du plan des drogues de Vancouver qui a commencé à adopter des salles comme une réponse effective à l'héroïne qui était en train de tuer un grand nombre de personnes. Mais au-delà même que ce soit une technique, je crois que c'est un paradigme, un modèle qui s'applique à l'ensemble du système international de fiscalisation des drogues. Il y a une nouveauté aussi que je voudrais évoquer concernant la réduction des risques et des dommages. On parlait hier des difficultés que nous avions eues au sein des organismes multilatéraux dans les Nations Unies et dans le système interaméricain de même, parce que les politiques de contrôle de drogue sont gérées et on donne des directrices à partir des organismes des Nations Unies tels que la Commission des stupéfacients ou du Bureau des délits. Les États, nous avons une souveraineté parfois limitée, mais en matière de droits de l'homme, la souveraineté des États est limitée par l'accomplissement et le respect des droits de l'homme. Mais l'invocation des conventions a été un frein à des décisions souveraines des États tels que la Bolivie, on l'a cité hier, pour décider la meilleure politique de drogue pour nos communautés. Parce que les conventions et le système international de fiscalisation des drogues démarrent de deux principes qui sont faux. D'abord, qu'en interdisant l'usage des drogues, on résout un problème qui est complexe, multi-éléments. Et en deuxième lieu, comme cela a été dit aussi dans le rapport des drogues 2013 et qui a été quelque peu abandonné, mais je vous recommande sa lecture, il n'y a pas de politique unique comme une veste générale pour tous les pays et toutes les communautés. Ça n'existe pas. En avril 2016, on avait réalisé la troisième séance spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies. La troisième, je dis bien. Les séances spéciales, dans toute leur histoire, c'est 29. Et 3 ont été effectivement centrées sur le problème des drogues. Eh bien, en 1998, on avait évoqué le concept d'une dystopie qui proposait un monde sans drogue. Et on proposait en 10 ans, je dis bien, éteindre, extraire tous les plants de marijuana ou feuilles de coca et de pavot. Vous savez très bien que les 10 ans sont passés du plan d'action et rien n'a eu lieu. En plus, il y a quelque chose de très symbolique que je veux dire aussi.
En 1998, le secrétaire général des Nations Unies était le docteur Kofi Annan et qui avait levé son verre et qui avait demandé un monde libre de drogue. La honnêteté intellectuelle de Kofi Annan, je tiens à la souligner. Et je le dis très clairement parce que avant de cette dernière, lui-même, il a rectifié dans un article qui avait été publié dans le Huntington Post, et je vais vous le lire, intitulé « Pourquoi le moment est venu de légaliser les drogues ?» Et lui-même, il disait « Les drogues ont détruit de nombreuses vies, mais les mauvaises politiques ont tué davantage. La criminalisation et la pénalisation générale des consommateurs de drogue, les prisons pleines de personnes signifient que la guerre contre les drogues est, jusqu'à un certain point, une guerre contre les consommateurs, une guerre contre les personnes. » Moi, je propose d'incorporer à ce débat-ci ouvert par ATHS un débat aussi général que doit avoir la société et qui très souvent est quelque peu repoussé, caché, détourné parce qu'il existe un tabou. Le débat des modèles de contrôle des drogues sur l'usage des consommateurs qui, malgré que cela est présent dans toutes les récits, est toujours caché, que ce soit pour les risques en clé de réserve, parce que quand on parle de drogue, on parle toujours avec des alertes énormes. Politiquement, c'est comme ça, vous le savez, on l'utilise dans les campagnes électorales et on l'utilise également pour maintenir le silence. Le seul facteur qu'il faut considérer aussi, parce qu'une vision moraliste se superpose à ce qui est le plus évident, que l'humanité a fait recours à des substances d'origine végétale ou synthétique pour calmer la douleur physique ou spirituelle, pour obtenir du plaisir ou comme une voie d'extase pour le chemin vers leur Dieu. Ça a toujours été ainsi dans l'humanité, c'est une évidence anthropologique et humaine que nous devons tous reconnaître parce qu'il s'agit aussi d'un droit. Que les hommes et les femmes établissent des liens sociaux et avec les choses et les substances, avec la nature. On utilise, on consomme, on a des passions, des faiblesses, des tristesses et des joies qui vont au-delà même des lois qui nous interdisent le plaisir et la jouissance, avec les risques que cela comporte. En plus, sachez aussi que nous défendons des droits et même, non seulement nous les défendons, mais aussi nous luttons pour ces droits. On fait la promotion et la vie nous exige cela. Défendre ce plaisir est aussi un droit, le droit au plaisir. La défense des droits ont des risques aussi. Ce n'est pas un vice moral, c'est une équation humaine, le droit à avoir des droits. Parmi ceux-ci, celui à chercher le bonheur. Et là, je vais me prendre une nouvelle licence. Parce que dans toutes les constitutions qui proviennent du droit romain, en général, toutes les constitutions occidentales ont un article dans la constitution uruguayenne, c'est l'article 10, qui propose que les actions privées des hommes et des femmes qui ne causent pas des torts à des tiers ou à l'ordre social n'est pas en main des magistrats. C'est un principe juridique que les conventions n'ont pas soigné
Je dis bien les conventions internationales, la 3, la 17, celle de 1971, n'ont pas préservé, de même aussi que vous ne trouverez pas dans les conventions aucun article qui oblige à criminaliser la possession individuelle. Il n'y en a aucun. Cherchez-les. Ce qu'il y a eu, c'est une interprétation politique de nombreux États qui ont appliqué un concept de guerre et un concept de criminalisation absurde qui non seulement attaque les droits de l'homme, mais qui est un déséquilibre total des opinions qui vont toujours aux agences policiales ou militaires et exige des énormes sommes d'argent qui sont tirées des budgets de la santé. Mais j'aime beaucoup, parmi ces textes, un article qui avait été écrit simplement sur une feuille de chanvre, parce que ceux qui l'avaient écrit, selon disent les mauvaises langues, eh bien, fumaient aussi en 1917 en Virginie, et j'aime aussi beaucoup ce qui est dit ici. Nous appuyons comme évidence ces vérités-là, que tous les hommes sont créés comme égaux, qu'ils sont dotés par leur créateur de certains droits inhérents. Parmi ceux-ci se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Moi, ça c'est la déclaration des États-Unis, évidemment. La déclaration de l'indépendance des États-Unis, un principe de droit, je dis bien. Mais je tiens que vous puissiez noter qu'il n'est pas l'obtention du bonheur, mais le droit à chercher le bonheur. Très révolutionnaire. Et cela avait été très révolutionnaire aussi. Et c'est l'heure de revendiquer des droits qui sont évoqués par la Convention internationale, la Déclaration des droits fondamentaux, mais aussi les textes qui ont éclairci les processus d'indépendance et de liberté. Ne parlons pas alors en France, égalité, liberté. Ces principes, au moment de parler des drogues, sont-ils présents? Je ne crois pas. La déclaration d'indépendance des États-Unis a un texte véritablement surprenant, que pour garantir ces droits, on institue parmi les hommes des gouvernements qui dérivent leur pouvoir du consentement des gouvernés et que quand n'importe quelle forme de gouvernement détruit ces principes, le peuple a droit à les détruire et instituer un nouveau gouvernement se basant sur ces principes-là. C'est-à-dire, en synthèse, le droit à la révolution des peuples. Et évidemment, les Français en savent beaucoup, n'est-ce pas? J'ai le tableau de la croix chez moi parce que cela m'a inspiré largement. Je vais prendre une autre licence pour essayer d'éclaircir ce que c'est, ce que je souhaite exposer et avancer au débat. Le fait d'envisager le droit au plaisir que peuvent octroyer dans certaines circonstances les drogues. Cette composante supplémentaire, et je répète une fois de plus, c'est un droit. La tradition judéo-chrétienne est construite sur le postulat du péché originel. Moi, je ne suis pas catholique, je suis athée et un acratique militant, mais je lis également la Bible. Bien sûr que je la lis. Et je lis aussi la déclaration de l'indépendance des États-Unis qui inspire beaucoup. Comment on va administrer, la manière dont le pardon a été administré par l'institution de l'Église catholique est une autre question, n'est-ce pas? Très politique. Mais cela démarre du fait et du postulat que nous sommes des hommes et des femmes faibles. Nous avons des tentations et que
beaucoup de choses habitent dans notre esprit. On ne peut pas partir d'une vision moraliste. Le système prohibitionniste a 112 ans. La commission de l'opium s'était réunie en 1909 par la promotion de l'évêque épiscopal Charles Brent, qui était ambassadeur américain aux Philippines et qui avait offert à la Chine de négocier parce que la Chine venait d'être humiliée par les grandes puissances européennes, l'Angleterre, la France, l'Hollande et l'Allemagne, avec la fameuse guerre de l'opium qui, au nom de la liberté de marché et la liberté du port, faisait le trafic de l'opium et faisait entrer de l'opium en Chine. Eh bien, dans cette commission de l'opium, cela a été un énorme échec en raison des intérêts que défendaient les industries européennes, n'est-ce pas? Et Charles Brent est le même qui a promu la loi sèche pour l'alcool aux États-Unis. Que s'il y a un exemple et une évidence scientifique que ce que produit l'interdiction absolue, dans ce cas-ci, de l'alcool, il n'y a que réviser les films de Hollywood et que tout ce qui a été produit en matière de bandes criminelles, et ils n'ont pas pu éviter que les consommateurs d'alcool puissent consommer de l'alcool. Eh bien, c'est la même circonstance. Mais, comme je vous disais, cette influence, cette touche morale du prohibitionnisme ne va pas bien avec la tradition judéo-chrétienne fondamentalement de Jésus de Nazareth, et je vais oser mentionner. C'est une interprétation qu'il avait été le premier anti-prohibitionniste radical, à mon avis. Lorsqu'une foule s'apprêtait à lapider une femme adultère, parlons d'une femme adultère, n'est-ce pas, pécheur, dans l'un des commandements que Moïse a fait descendre du ciel, il a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. On peut dire la même chose de l'agenda des droits malmenés et du mépris et de la haine envers la communauté LGBTIQ et le mariage égal. Tout cela vient de la même façon, n'est-ce pas? Et je l'avais également évoqué dans l'Assemblée générale de la OEA qui avait eu lieu à Asunción, qui depuis le pupitre et dans les églises, ils avaient convoqué la répudiation de notre Assemblée parce qu'on faisait la promotion de l'avortement. Je leur avais dit, alors que moi, un athée, j'avais appris de Jésus cette phrase de Jean 13, et je vous donne un nouveau mandat, un mandat d'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et on ne parlait pas de quelqu'un qui était homosexuel ou non. Tout simplement, il disait, aimez-vous les uns les autres, sans plus. Et c'est un mandat d'amour. Et c'est aussi un droit. La Déclaration sur les droits de l'homme dans la conférence islamique du Caire dit également des choses très intéressantes. Parce que puisque j'ai parlé du christianisme, je veux parler également de l'islam. Eh bien, dans ces conférences au Caire, l'islam déclare la vigueur des droits aussi d'une certaine manière. Dans une présentation que j'avais réalisée dans l'association psychoanalytique, on disait qu'il est absolument urgent d'insister sur la complexité du phénomène des addictions, un terme
qui évoque un domaine aussi difficile du pathologique, car les consommations problématiques ne sont pas toutes des addictions. Et le phénomène des drogues a un caractère difficile. Et il a une histoire où le plaisir, la jouissance et le besoin de calmer les douleurs du corps registrent un usage des drogues dans un sens et avec un contrôle autoconstruit. Culturellement aussi, la question a été capturée par la littérature, la sociologie et inclut fondamentalement dans la clinique et la psychiatrie au sein de la souveraineté de la substance toxique et seulement sur ses effets problématiques. Moi, je propose de débattre, en plus des risques et des usages problématiques, l'autre type d'usage. Je vais mettre un exemple, n'est-ce pas? Celui de l'ayahuasca. C'est une liane dans l'Amazone qui est consommée dans un contexte religieux. Et permettez-moi cette licence, 5 minutes, qui, d'ailleurs, je viens juste de m'en rappeler. Je suis très gringo, excusez-moi. Hein. Il y a une très célèbre sentence de la Cour des États-Unis en 2006, la Cour suprême, après que la DEA avait saisi beaucoup de ayahuasca et l'Union du végétal, avec un siège également aux États-Unis, avait présenté une réclamation et le tribunal suprême des États-Unis avait lancé cette sentence que l'union des végétales et les usagers de ayahuasca étaient protégés par l'article 2 qui était couvert par la liberté des cultes et qu'on n'avait pas démontré effectivement les effets toxiques. Et cela a été dit par un tribunal suprême. Qu'est-ce qu'il a dit? Que le droit à la religion et à la liberté individuelle est au-dessus de tout autre principe. Cherchez cela, vous le trouverez, cette sentence. Bien, pour terminer, je disais bien. Avant d'arriver ici et en me préparant, j'ai lu un article très intéressant d'une jeune chercheure mexicaine de la commission de recherche et qui ont un plan de drogue au Mexique qui s'appelle Rebecca Calzada. Et en honneur et en reconnaissance et honnêteté intellectuelle, je vais la citer concrètement parce que je propose d'intégrer ces concepts et certaines autres choses qui me semblent qui doivent être incorporées quand on parle de drogue. Rebecca Salgado dit « Le discours prohibitionniste des drogues a puni le plaisir comme une motivation valable pour l'usage de substances. L'exploration du plaisir dans l'usage des substances est semblable à une persécution de ces drogues, car il empêche les personnes de réaliser un calcul rationnel entre le plaisir et ce qui est considéré comme sain. Et elle propose alors, devant ces situations, des stratégies de réduction des risques et la gestion du plaisir apparaissent comme une alternative. La réduction des risques et gestion du plaisir reconnaît que l'abstentionnisme n'est pas toujours demandé par l'usager et ça ne sera jamais une stratégie réaliste dans de nombreux contextes. Donc, la réduction des dommages et de la gestion du plaisir admet qu'il est impossible d'éliminer et d'interdire des substances pouvant avoir des risques et offre des outils aux personnes qui souhaitent utiliser ces substances et diminuer les risques dans cet usage. La RDP est compris comme un ensemble de mesures collectives, individuelles et médicales adressées aux personnes pour réduire tous les risques émotionnels et d'autres risques
de ces substances par le biais de la distribution d'informations sur les effets attendus, analyse des substances, savoir si elle est pure ou non, l'échange de jeringues et d'autres questions que vous connaissez certainement en matière de réduction des risques. Ceci dit, une seule précision très intéressante, et avec ça je termine, je vous jure que je termine. D'un neuroscientifique danois, Morten, qui dit il y avait eu un reportage il y a à peine quelques jours d'une analyse très intéressante qu'il réalise et qu'il appelle eulamonie, c'est-à-dire la gestion et la conception de la gestion du plaisir. Et il affirme quelque chose de très intéressant qui dit que le plaisir ne permet pas toujours la recherche du bonheur. Il est possible que ce ne soit pas une coïncidence, mais il signale deux choses qui me semblent tout à fait pertinentes, qui est d'abord la variété de nos usages et coutumes, la variété de la communauté, parce que le problème de la drogue du point de vue des liens et dans le cadre des droits doit envisager pour son usage et pour la confrontation de toutes les situations de droit et de risque et de gestion du plaisir avec les liens communautaires qui sont ceux qui nous rendent puissants et qui nous permettent aussi de rechercher ce bonheur individuellement et tout seul, non, avec d'autres et en construisant des liens sociaux, oui, et de droits sans doute, et de développement économique basé, oui, aussi. Donc, ça a été un énorme plaisir de partager ces concepts avec vous et j'espère qu'on pourra contribuer à un modèle qui soit de réduction des risques et gestion du plaisir et du bonheur en reconnaissant comme droit le dit plaisir ou bonheur. Merci. Merci beaucoup, Milton. On peut prendre une ou deux questions avant d'enchaîner avec le cas des États-Unis, si vous en avez. Bernard Roch. Merci pour ce très bel exposé. Je pense que ce qui a changé les choses, c'est les connaissances que nous avons sur le fonctionnement du cerveau. En effet, il existe dans notre cerveau un certain nombre de connexions qui font qu'on a le droit, on a non seulement le droit, mais le devoir d'aller vers le plaisir et également vers la réduction de la douleur. Ce sont des choses qui existent évidemment depuis la construction du cerveau et ça correspond effectivement à la possibilité de les intégrer dans les droits de l'homme. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont vous aviez exprimé les désirs et les volontés qu'il y a à accéder au plaisir et au bonheur, par conséquent, et à réduire au maximum tout ce qui est la douleur. Et de ce point de vue, j'ai bien compris que la réduction des risques pouvait être quelque chose d'extrêmement important dans les pays riches, mais dans les pays très pauvres, la question de l'accès aux substances qui permettent de guérir ou de prolonger le plaisir ou d'inférer la douleur ne sont pas facilement accessibles. Et c'est la raison pour laquelle les drogues continuent à être finalement, la consommation des drogues continue à être finalement dans le droit fil des droits de l'homme. Et je trouve que vous avez parfaitement résumé le problème. Merci. D'autres questions?
Moi, j'en ai une peut-être, j'en profite. Quand l'Uruguay a légalisé le cannabis, il a été la cible d'attaque de la part de l'organe international de contrôle des stupéfiants. C'était toi qui avais répondu à l'époque. Et donc, je me demandais si le registre de plaidoyer que tu avais mobilisé à ce moment-là sur le thème des droits humains, de la réponse à une demande sociale de la société civile et notamment des mouvements de jeunesse, des mouvements étudiants, est-ce que ce registre de plaidoyer a été repris dans d'autres pays par d'autres acteurs de la société civile, en partie notamment dans les pays latino-américains? Oui. C'est vrai qu'en 2013, quand nous avons approuvé cette décision au Parlement, qui avait une décision de souveraineté où il y a eu des députés de l'opposition qui n'ont pas voté à cause d'une discipline du parti, mais ils étaient à faveur. C'est pourquoi même un président de parti avait donné son accord et continue avec ses politiques aussi. Nous avons reçu, c'est vrai, la première nouvelle de la commission de fiscalisation des stupéfiants qui a été présidée par quelqu'un très osé d'origine belge qui s'appelait Raymond Jans, qui nous avait insultés en accusant l'Uruguay d'un État pirate. Immédiatement, depuis la JIFE, qui Ansibi donc, est apparue une défense de l'ami colombien Timier qui a envoyé une lettre en disant « c'est une opinion du président, mais ce n'est pas l'opinion de notre organisme ». Eh bien, Raimundo Sáenz n'a pas été réélu. L'Uruguay a été réélu pour 6e fois dans la commission des stupéfiants et la JC a incorporé le récit et la vision et l'approche des droits de l'homme. Et vous verrez qu'il y a eu un tournant. Et dans son dernier rapport de cette commission, elle rappelle aux États les clauses de la Convention, mais qui prétendent continuer attentivement le déroulement des marchés réglementés. Et cette vision, cette approche d'intégration des droits de l'homme aux politiques de fiscalisation a gagné. L'Académie de l'Uruguay a également, et cela est devenu une doctrine actuellement. Et face à la situation de choisir, eh bien, nous choisissons les droits de l'homme. Mais simplement encore un autre point. Le document final de UNGA 2016, certains disent que cela n'avait pas été une étape importante. Moi, je crois que c'était extrêmement important. Il y a une phrase très clé qui dit que les États, dans les conventions, nous avons suffisante flexibilité pour définir les défis en matière de drogue. En très bon chrétien, cela veut dire donc, enfin, ça a été même soutenu par les États-Unis qui avaient 17 juridictions à l'époque. Bon, mais dans le document final de UNGA, on dit très bien, nous avons la flexibilité suffisante pour pouvoir choisir et décider face aux défis que nous avons face aux drogues. Je vais passer maintenant la parole à John Huback, qui va nous parler du développement des programmes de la légalisation de la marijuana et du cannabis aux États-Unis. Il fait partie de la Brookings Institute, qui est un think tank américain très ancien qui s'occupe
des problèmes de sciences sociales. Il y a environ 170 chercheurs, donc c'est une énorme structure. Et John est responsable des politiques sur le cannabis. Your turn. Yeah. Dans le monde de la politique des drogues, Milton est très difficile à suivre. Il faudrait... Je vais essayer de vous tenir éveillé après Milton, qui est passionnant. Je vais parler, à part l'esclavage, la lutte contre les drogues a été la plus grande violation des droits de l'homme aux États-Unis. C'est quelque chose a été une exportation très réussie dans d'autres pays du monde en termes d'engagement et de poursuivre les mêmes violations dans d'autres pays. Et ces violations vont bien au-delà du cannabis. Le cannabis est central dans cette politique américaine, mais ce n'est pas le seul produit. La pénalisation de l'opium, la pénalisation de la cocaïne, les façons dont les États-Unis structurent ces lois en conséquence, cela a été fait entièrement pour diviser les Américains, pour obtenir des gains politiques pour les politiciens qui voyaient que les drogues étaient un outil indispensable et quelque chose qui peut séparer des catégories de personnes qui seraient dépeintes comme des bons Américains et des mauvais Américains. Ça a commencé par l'opium dans un effort contre les Américains venant d'Asie. Et ça s'est passé. Et ensuite, ça est devenu le cannabis. Dans les premières 130 années des États-Unis, le cannabis était un produit médical. Vous alliez dans une pharmacie aux États-Unis et vous pouviez acheter des produits basés sur le cannabis pour différents symptômes et différentes maladies. Mais au début du XXe siècle, la situation a évolué et la terminologie a évolué. Milton a très bien parlé de l'importance des mots. Pourquoi le mot drogue? Des choix de terminologie aux États-Unis montrent la division sur ce problème et la politisation des politiques des drogues. Au début du XXe siècle, le gouvernement américain n'a plus appelé le cannabis cannabis, mais on l'a appelé marijuana parce que ça avait l'air exotique, ça avait l'air mexicain. Ça sonnait comme quelqu'un qui devrait effrayer quelque chose qui devait effrayer les Américains, et ça fonctionnait en termes d'opinion publique contre l'afflux d'étrangers ou de Mexicains qui arrivaient de l'étranger ou qui étaient déjà là depuis des années, mais les Américains avaient annexé leur terre. Et c'était utilisé pour faire en sorte que ce qui allait sortir serait, c'était contre les hippies, les Américains, les Juifs, tous les groupes qui pouvaient être des ennemis politiques. Les Américains ont utilisé ces politiques des drogues pour accentuer cette division et pour avoir des gains politiques. La politique des drogues et en particulier la politique du cannabis était une force centrale pour surincarcérer les gens aux États-Unis. On a vu ces jours-ci l'importance des grands laboratoires, les sociétés les fabricants de tabac et d'alcool. C'est une partie du problème. Une autre partie du problème, c'est que les prisons sont privées en général. Et les prisons, c'est un gros business aux États-Unis. Dans
elles sont importantes dans les milieux ruraux, urbains. Elles génèrent beaucoup de revenus fiscaux pour les autorités locales. Elles créent beaucoup de jeux. Et c'est l'incentive des politiciens de surpénaliser parce qu'il y a un avantage économique pour certains groupes. Il y a également un problème économique qui est créé pour ceux qui sont victimes du complexe des prisons. Pour mettre cela en perspective, pas pour toutes les drogues, mais je vais m'intéresser au cannabis. En 10 ans, de 2006 à 2015 aux États-Unis, il y a eu 7 millions d'arrestations pour le cannabis, possession de cannabis. Donc, les États-Unis ont incarcéré 4 fois la population de Paris, 2 fois la population de l'Uruguay en 10 ans. C'était tout simplement pour le cannabis, en excluant les autres drogues. Vous pouvez comprendre comment ce cycle est créé et maintenu pour générer pour encourager la pénalisation, à part une poignée d'États qui ont changé leur loi. Ce système se poursuit. On sait que dans les États qui ont légalisé, il y a eu beaucoup moins d'arrestations, près de 80% dans certains États, mais le système demeure dans les 32 États qui n'ont pas modifié leur loi sur le cannabis. Et l'histoire raciale, l'histoire raciste, qui est inscrite dans la loi sur les drogues. Le racisme est institutionnalisé dans la police américaine. L'arrestation pour le cannabis, les Américains sont 4 fois plus arrêtés que même si l'utilisation du cannabis est la même chez les Blancs et les Noirs, il y a 4 fois plus de Noirs qui sont arrêtés pour l'usage de drogue. Dans l'Iowa, en Virginie, les Noirs sont 7 fois plus arrêtés. Au Kentucky, 9 fois plus. Donc, le problème est très large. Mais en même temps, il est concentré. Il est concentré pour affecter les minorités raciales et c'est pour toutes les drogues. Jusqu'à récemment, jusqu'à il y a 10 ans, nous avions des grandes différences de condamnation pour les infractions à la cocaïne. C'est utilisé par des Noirs pauvres, des Latins aux États-Unis. Avant 2010, les condamnations étaient 100 fois plus importantes pour ces groupes raciaux. Mais maintenant, ce n'est plus que de 18 à 1 depuis Obama. C'est encore terrible. Mais il a fallu des dizaines d'années de plaidoyer, même pour faire baisser ces différences. Et c'est considéré comme une victoire. On pénalise le crack, la cocaïne, 10 fois plus que la cocaïne. Certains intervenants hier ont parlé de l'hypocrisie du système. Le leadership américain sur les politiques des drogues font en sorte que ces lois et ces opinions sont exportées dans tous les États membres qui signent des traités sur les drogues internationaux. Et ces surarrestations ont été exportées aussi. Il y a les mêmes différences en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, contre les Maoris. Au Canada, les populations natives, les populations indigènes en Amérique latine sont toutes ces populations victimes du désir de s'axer sur des groupes spécifiques
Aux États-Unis, cette différence, ce n'est pas seulement dans les arrestations, mais dans les décisions de poursuivre, sur les taux de condamnation et la longueur des peines de prison. La recherche montre qu'à chaque étape du processus judiciaire aux États-Unis, les différences raciales demeurent même après la légalisation. Dans les États où ça a été légalisé, il y avait beaucoup de différences. Il y a toujours des différences. Cela crée de nombreuses difficultés dans mon pays. La plus sérieuse étant les efforts pour lutter contre les troubles liés à l'usage des drogues, notamment dans les prisons. Les prisonniers, 63% des personnes incarcérées ont un problème lié aux drogues. On penserait que si ces gens sont en prison, c'est un endroit idéal pour mettre en place des traitements. Beaucoup de personnes rentrent en prison avec un problème lié aux drogues ou bien ils se créent quand ils sont en prison. Mais la politique américaine fait qu'il est plus difficile de traiter ces personnes. Aux États-Unis, nous avons un programme qui s'appelle Medicaid. C'est une couverture médicale pour les Américains à revenus modestes. Si vous n'avez pas d'assurance, si vous n'êtes pas, vous avez accès à ce système. C'est le plus grand fournisseur de traitement contre les troubles liés à l'usage des drogues. Mais d'après la loi fédérale, on ne peut pas utiliser ces fonds pour traiter un prisonnier pour un trouble lié. C'est l'exclusion des prisonniers. Donc, il y a des fonds énormes qui pourraient être utilisés pour traiter ces troubles en prison et qui est utilisé pour les gens en dehors des prisons, où le taux de ces troubles est bien inférieur que celui qui est en prison. Et les Américains refusent de faire des changements nécessaires pour aider les prisonniers. Ça veut dire qu'on se fiche aux États-Unis de la science, des données, de la réduction des risques. Ce qui les intéresse, c'est uniquement d'enfermer les gens dans des cages et de faciliter un environnement dans lequel la récidive est inévitable. Et ensuite, les gouvernements locaux demandent des fonds supplémentaires pour essayer de faire face à ce soi-disant problème qu'on a aux États-Unis. Et le problème va plus loin. Lorsqu'ils sont libérés, avec un dossier judiciaire aux États-Unis, vous ne pourrez pas rentrer dans l'université, ça sera difficile. Jusqu'à récemment, on ne pouvait pas avoir accès à des bourses ou à des emprunts. Vous avez moins de possibilités d'emploi. Si vous trouvez un emploi, vous aurez un salaire moindre. Vous n'avez pas accès au logement, aux soins de santé. Tout cela crée un environnement où une personne qui a déjà été en prison ne peut pas bien se porter, ne peut pas avancer, ne peut pas se développer, ne peut pas faire aussi bien que quelqu'un qui n'a jamais été en prison. Dans beaucoup de cas, ça crée un système qui encourage les gens à conserver le même comportement qui les a conduits à être arrêtés. Pas parce qu'ils ne veulent pas en sortir, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas en sortir, mais parce que la politique, les règles sont telles qu'ils ne peuvent pas sortir de ce cycle. Ça crée dans les communautés, ça crée d'énormes problèmes. J'ai parlé de la différence dans les taux d'arrestation. La population américaine est toujours très ségrégée. Il y a une grande ségrégation quand il y a des différences
dans les arrestations et les condamnations. Ce n'est pas vrai dans tous les États-Unis, c'est concentré au niveau des communautés. Et ces dégâts sont omniprésents. Ça affecte des communautés entières, ce qui réduit la possibilité d'avoir un progrès économique, pendant que le système enlève des fonds à ces communautés qui permettraient ce progrès économique. Aucun gouvernement n'est sérieux quand il s'agit de réformer les lois sur les drogues. Il faut d'abord regarder l'avenir, comme la légalisation, comment améliorer les politiques à l'avenir, tout en essayant de corriger les erreurs du passé. Il y a eu des efforts dans de faire cela dans le processus de légalisation. Certains États, Illinois, Virginia, New York, d'autres États essaient par le processus de légalisation, ils permettent que les personnes qui ont des faibles permettent d'enlever les infractions mineures du dossier judiciaire. Les revenus fiscaux du cannabis, il faut reconnaître cette réalité au niveau individuel et au niveau des communautés. On ne peut pas, il faut investir dans les gens si on veut corriger les erreurs du passé. Pour nous tous ici, c'est quelque chose de simple, mais le fait d'effacer les infractions du dossier judiciaire, c'est quelque chose de très simple et ça va tout changer dans la vie d'une personne. Ça ne répare pas tout, mais ça va vraiment les aider pour le reste de leur vie. Donc, je pense que ce cadre, cette idée de regarder en avant pour réformer les politiques des drogues par la légalisation ou par la réduction des risques ou autre chose, il faut reconnaître que les erreurs du passé sont institutionnalisées dans nos droits, dans nos lois et nos politiques, et fait qu'il faut avoir une perspective complète et holistique pour considérer le problème. Ce n'est pas quelque chose de simple ou qu'on peut réaliser immédiatement. Et je vais m'arrêter maintenant. Merci. Merci beaucoup. C'était impressionnant. On connaît la situation aux États-Unis, mais c'est bon d'avoir votre perspective. C'est vraiment impressionnant ce que vous dites sur les prisons. Donc, je vous passe la parole. Je pense que le plus grand enjeu est l'ignorance. Et l'ignorance, à la fois, d'abord, c'est l'ignorance de la population générale. Quand on soigne un toxicomane, on voit déjà que les parents, l'entourage, ont une ignorance à peu près totale de ce que c'est l'enjeu. Alors, les politiciens, ils ont cette même ignorance. On voit même des ignorants parmi des producteurs de soins qui ne sont pas impliqués, ne fût-ce que la maltraitance qui arrive parfois dans des salles d'urgence par des jeunes médecins qui n'ont aucune formation sur la toxicomanie. Et donc, je pense que le combat doit être médiatique, peut-être avec des films ou des choses comme ça qui permettent de décoincer ce problème. Did you understand the question? Yeah, thank you for your question. You're right. Merci de votre question. Vous avez raison.
Le système de soins aux États-Unis n'est pas aussi bien équipé pour traiter ce problème. C'est vrai pour la crise des drogues en général. Dans de nombreux cas, il y a des travailleurs sociaux qui voient que c'est un acte criminel. Ce n'est pas un problème de santé. Et dans les communautés aussi, comme tout le monde le sait ici, le stigma sur le traitement des addictions aux drogues ou l'accès aux services de santé mentale. Aux États-Unis, comme dans d'autres parties du monde, les personnes qui ont besoin de ce traitement le plus sont les personnes pour lesquelles ces stigmas sont les plus importantes, les hommes, les jeunes, les pauvres. Et ce stigma de la communauté est devenu un système dans lequel vous êtes considéré comme faible ou inférieur si vous avez accès aux services qui sont souvent accessibles, mais parfois beaucoup plus difficilement accessibles. Mais tant qu'on n'a pas une vue complète, si on voit la formation des policiers, du personnel médical, les stigmas du traitement des problèmes mentaux, tant qu'on n'a pas une vision d'ensemble, on va continuer à perpétuer la situation. D'autres questions? Alors, je vais passer la parole maintenant à Miguel, qui est le secrétaire général d'ASUD. Bonjour. Miguel Velasquez, pardon. Ah. Oui. Bonjour à tous. Et donc, je tiens à remercier les organisateurs pour m'avoir permis de faire cette communication qui était au départ prévue comme un appel simplement, mais qui, au vu justement de l'espace qui m'a été accordé, s'est transformé en communication. Donc, c'est le mur de la honte à Pantin ou l'aveuglement de 30 ans de répression de la consommation de crack dans les rues du nord-est parisien. Alors, on va faire un espèce de, modestement, parce que ce n'est pas un travail de recherche, c'est sur le vif. C'est en fait, je me suis appuyé pour cette communication sur un film dont on a reçu à Sud la charge par le réseau international des usagers de drogue, donc InPood, et qui voulait un sujet donc français, faire une vidéo, un film de vidéo d'une demi-heure à peu près, donc sur un sujet français. On était en mars-avril et donc commençait la montée en puissance dans les médias, parce qu'on va voir que c'est un vieux problème de 30 ans. Mais en fait, il y avait cette montée en puissance. J'ai dit bon, on va faire un film donc sur ce problème. Donc, on a fait un certain nombre d'interviews de personnes, d'usagers, de professionnels, etc., de riverains. Et donc, le film est en train d'être monté. À Sud, dont je suis le secrétaire général, on a fait quand même beaucoup plus que pour un film d'une demi-heure, 20 minutes. On a l'ambition de faire un film beaucoup plus long en laissant la parole beaucoup plus longtemps aux personnes que nous avons interviewées. Donc, et ça sera ensuite, on va voir comment ça pourra évoluer. En tout cas, on le mettra sur notre site web, ça c'est évident, sur l'espace que nous avons consacré à toute la communication sur lesquels médias, donc des podcasts qu'on veut faire de plus en plus. Et on veut réagir de plus en plus vite sur l'actualité et le système des podcasts est un très bon système qu'on a choisi en tout cas. Donc voilà, on va se balader pendant 30 ans là à peu près, puisque l'affaire commence dans les années 90 et cette petite balade va nous montrer toutes les hésitations des pouvoirs publics, tous les retours en arrière, tous ces laissés-faire aussi, ce pourrissement aussi.
On va, mais toutes ces allers-retours d'un espace à l'autre, on va aller balader ce groupe d'usagers de crack sur un territoire qui va aller à peu près de Stalingrad jusqu'à la Goutte d'Or. Hein, c'est donc tout le nord-est parisien, hein, donc les 19e, 10e, 18e arrondissement. Et mais toute cette politique, entre guillemets, hein, de pourrissement et de laisser-faire, en fait, elle se base donc aussi sur un mépris et un manque de respect des droits des usagers de drogue. Hein. Et tout particulièrement, le droit des usagers de crack. Hein. Oui, je préfère utiliser l'expression usager de crack plutôt que craqueur, sans parler des craqueux, hein, toutes ces expressions stigmatisantes et qui réduisent la personne à un produit. Hein. Donc, on est dans les années 90. Stalingrad, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, bon, ben, c'est donc dans le nord-est parisien, dans le 19e arrondissement. Cette place est bordée d'un côté par le bassin qui a un grand bassin qui est là-bas, et le canal de l'Ourcq aussi. Hein. Et ce lieu devient une scène ouverte de consommation de crack, surtout la nuit. Dans la journée, les dealers se bougent beaucoup plus parce qu'ils sont plus visibles, donc ils sont par groupe de 2 ou 3 sur les grands axes, sur les grands boulevards, sur les boulevards extérieurs, mais aussi sur le boulevard de la Chapelle, et ils tournent avec derrière eux les usagers qui courent un peu derrière. Les échanges se font très rapides. Il y a souvent de la violence d'ailleurs, parfois entre usagers, mais aussi entre dealers et usagers. Les usagers de crack sont essentiellement dans le milieu antillais, et également il y a beaucoup de Noirs venus d'Afrique, de Français aussi, Noirs ou Arabes. Je souligne cette composante ethnique parce qu'elle ne va pas être anodine dans tout le traitement que vont recevoir cette communauté, hein, d'usagers de crack. Il y a bien sûr aussi des blancs, de toutes conditions d'ailleurs, aussi, comme les autres personnes. Ça va de personnes très insérées socialement jusqu'à effectivement des sans domicile fixe. Hein. Il y a des travailleuses du sexe aussi qui parcourent les grands boulevards et qui, pour supporter leurs conditions de vie, ont recours au crack. Voilà, tout ça, c'est un groupe de gens qui n'a souvent plus beaucoup de liens sociaux, et qui donc trouvent justement dans ces espaces à Stalingrad, eh bien, ils reconstituent un peu de sociabilité. Et les dealers, ce sont des Africains venus du Sénégal, on les appelle les Modou, hein, c'est une région du Sénégal en particulier, et en tout cas dans les années 90, ils ne consomment pas, hein, suivant la bonne règle des dealers qui ne consomment pas leurs produits, hein, et en tout cas pour les drogues comme l'héroïne ou le crack. Et tout ça, ça va être soumis à une pression policière, alors parfois très, très importante, d'autres fois beaucoup plus légère, et donc ils vont être ballottés, et on va voir un petit peu donc ce mouvement qui a lieu. C'est assez difficile à préciser. Moi, j'ai essayé de schématiser avec les interviews que j'ai fait, et puis mon expérience personnelle, puisque bon, moi j'habitais à Madrid, mais je venais en vacances voir ma famille qui est à Paris, et des amis, et donc moi je recherchais mon produit favori qui était l'héroïne, et qui est toujours d'ailleurs, et donc qui effectivement
m'amener j'ai eu beaucoup de mal à trouver de l'héroïne, on trouvait que du crack à ce moment-là sur ces spots, en tout cas parisiens. Hein. Et c'était surtout, bien sûr, la nuit que ça bougeait. Alors, il y a des associations qui commencent à s'en occuper, Médecins du Monde, Charonne notamment, et d'autres aussi. Hein. C'est le moment où la boutique 18 s'installe rue Philippe de Girard, au métro La Chapelle. Et donc les usagers et les dealers parcourent ce territoire, les uns courant derrière les autres, et les dealers se cachant aussi bien sûr de la répression policière, mais qui la répression, car c'est beaucoup plus facile, tombe bien sûr est axée principalement sur les usagers qui en plus souvent par leur aspect physique et vestimentaire sont beaucoup plus repérables et donc beaucoup plus identifiables dans l'espace public. Hein. Et donc tout ça, ça va nous amener. Donc ils reviennent ils parcourent la porte de la Chapelle, etc. Ils vont jusqu'à la Goutte d'Or, ils reviennent. Et ça pendant à peu près une dizaine d'années. Hein. Donc on arrive dans les années 2000. Hein. C'est un groupe qui peut se monter à 400 personnes à peu près au fil des années. Hein. Ça grossit, hein, puisqu'il n'y a aucune mesure par donc l'action des assos, mais qui reste limitée à des bus, des interventions, et puis donc un local avec la boutique 18. Hein. Mais c'est quand même toujours des actions ponctuelles, forcément. Et donc, on arrive en 2000. Vers 2001, première tentative de déménagement et de concentration en même temps avec un transfert à Porte de la Villette. Et également sur le boulevard Ney, donc avec une voie de chemin de fer qui passe en contrebas, qui est effectivement est l'échangeur du périphérique. C'est une zone là du chemin de fer qui est donc à l'abri des regards puisqu'elle est en contrebas de la chaussée, dans une espèce de grande tranchée. Il y a des fêtes aussi d'ailleurs qui sont organisées dans les tunnels, je me souviens. C'est des endroits très dangereux la nuit, évidemment. Dans la journée ça va mieux, mais la nuit ça devient vraiment très dangereux. Les usagers donc oscillent entre ces deux points, boulevard Ney, etc. et la porte de la Chapelle où il y a donc une butte qu'on va appeler très rapidement la colline. Hein, et donc sur cette colline, là se fixent davantage les usagers sous des abris de fortune avec des cartons, du plastique, etc. Et là va se constituer une communauté quand même avec des liens qui vont quand même se tisser, qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Et là, ils vont effectivement essayer de tisser des liens, parfois avec des épisodes de violence, bien évidemment. Il y a on en reparlera, mais parce que ça s'est prolongé malheureusement. Il y a des viols, des agressions, des morts parfois. Là, c'est des associations comme Gaïa, comme Charonne, Aurore, etc. vont commencer à y aller. La boutique va déménager, d'ailleurs, en novembre 2016. Elle va s'installer près de la colline, dans un local là à la porte de la Chapelle. Et ça va durer jusqu'en novembre, donc ça va durer pendant 18 ans, cette affaire, hein, quand même, là. Hein. On est en train de parler, là, d'une situation, alors, toujours pareil, avec parfois une pression pour qu'ils restent regroupés sur la colline. Donc, on ratisse, hein, dans les quartiers périphériques et on force les gens à rester, donc, à essayer de les concentrer sur cette colline qui devient vraiment un endroit vraiment horrible, malgré donc les tentatives des associations, encore une fois, qui viennent, Gaïa, Charonne, etc. Hein. Et donc c'est en novembre 2019, il y a l'évacuation de la colline. L'évacuation, là, c'est parce que ça ne va pas être le cas après, ils préviennent au moins la mairie de Paris qu'elle va avoir lieu. Hein. C'est donc la préfecture de police de Paris qui décide cette évacuation. Elle se passe mal, elle se passe même très mal. Hein. Donc les associations ne sont pas prévenues. Là, il y a de la violence dans l'évacuation. C'est vraiment un moment assez, très dur. Hein. En décembre 2019, ça c'était donc en novembre, hein, un mois après, la zone est clôturée de la colline. On y plante des arbres, bah oui, c'est écolo, hein, comme ça, on a l'air de reverdir le périphérique. Hein, et on empêche en fait par donc la clôture et puis ces plantations, être sûr qu'ils ne reviendront pas sur la colline, hein, surtout.
parce que bien sûr, le crack, et là je voudrais en parler aussi, hein, c'est l'objet de tous les fantasmes. Hein. Dans les années 70-80, il y avait le junkie. Hein. Et là, bon, après le junkie, évidemment, bah, il avait disparu de l'espace public. Hein. En tout cas, son image s'était atténuée. Et là, le vieux fantasme ressurgit avec justement le craqueux, le craqueur, etc., qui lui va faire l'objet de tous ces, hein, de tous oui, de tous ces fantasmes en fait sur les drogues et en général et sur les usagers de drogue en particulier, bien évidemment. Donc on les installe, donc il y a l'évacuation donc en novembre 2019 et on les installe porte de Bervilliers. Ah oui, non, parce que ça, on ne les installe jamais dans le 17e ou dans le 16e. Hein. On reste toujours dans un secteur, hein, déjà, donc il y a de nombreuses problématiques sociales et de santé. Là, on les installe là où il y a déjà d'énormes problèmes, hein, bien évidemment. Sur un terrain de 10 mètres de long, hein, coincé entre le périph' et la sortie du périph'. Hein, on est toujours dans le même style. Hein. Le 5 janvier 2019, il y a une évacuation qui a été décidée. Mais alors cette fois, c'est une première, et ça sera d'ailleurs la dernière, en tout cas jusqu'à présent, dans lesquelles les associations sont associées à ce démantèlement. Hein. Donc il y a Aurore qui prend 300 hommes et qui va les mettre dans Paris, mais surtout en grande banlieue. Une association ADSF qui va prendre des femmes, et Sharon aussi qui va prendre 25 femmes. Elle va les prendre, Sharon va les loger à Paris dans des hôtels. Et qu'est-ce qu'on observe à ce moment-là? Bon, ben, les hommes en grande banlieue ne resteront pas en grande banlieue. Mais pourquoi? Puisqu'on leur offre un logement. Ben oui, mais c'est un logement dans lequel ils ne peuvent pas consommer et surtout qui est loin du produit. Donc évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des allers-retours au début entre le logement et là où sont les dealers. Et puis, au bout d'un moment, les allers-retours, c'est cher, ça fatigue, ça prend du temps. On reste sur place. Et donc, tous ces hommes, au fur et à mesure, vont revenir sur Paris. Hein. Ensuite, il y a, par contre, Sharon, donc, qui a logé ces femmes à Paris. Là, on observe qu'il y a un groupe de femmes qui, peu à peu, justement ayant un logement où on les laisse consommer, eh bien, vont pouvoir se resocialiser, reprendre une démarche vers le soin. S'ils prennent des opiacés, prendre des TSO, se réinscrire à la sécurité sociale, au RSA, etc., au RMI à l'époque. Hein. Et donc voilà, on voit que quand même que le problème du crack et de la consommation de crack à Paris est avant tout un problème d'hébergement et bien sûr d'accompagnement. Hein. On va pas juste, si on héberge juste les gens sans les accompagner, ça ne suffit pas. Et il y a d'ailleurs des associations qui maintenant logent et accompagnent bien sûr ces usagers. Alors où est-ce qu'ils vont donc? Ces personnes, ces 300 hommes là qui reviennent, ils reviennent à Stalingrad, hein, évidemment, et dans les jardins des halles, les fameux jardins de Halles qui vont faire couler beaucoup d'encre. Le confinement arrive. Et ça va geler. Pourquoi ça va geler? Parce que parce que des associations en profitent, comme il y a des offres pas dans les premiers mois, parce que là ça a été un chaos absolu, hein, y compris pour les usagers de drogue en général. Beaucoup de XAPA sont fermés ou ne prennent que leurs patients. Et ça, bon, c'est un autre problème durant le Covid. Mais j'ai entendu au début de cette conférence une description idyllique. Le premier mois, ça a été vraiment très chaotique. Et je me souviens d'Elisabeth Avril qui en pouvait plus de recevoir parce qu'ils acceptaient tout le monde et on a d'ailleurs lancé à la suite d'un appel pour que l'EXAPA s'ouvre aux nouvelles personnes qui ne pouvaient plus trouver leurs opiacés et qui avaient besoin d'un TSO. Il y a eu une montée en flèche des TSO, mais il fallait pouvoir. C'est vrai que cet accompagnement a été fait par la suite, mais au départ, ça n'a pas été le cas. Bon, je ferme la parenthèse, mais le confinement donc va geler parce qu'il y a des mises à l'abri qui sont possibles par le gouvernement, la mairie de Paris qui met à disposition sur la mairie de Paris, donc qui met à disposition des logements. Malheureusement, ce sera des logements uniquement pendant le confinement, même si certains ont pu être pérennisés ensuite.
Mais par contre, on observe chez les riverains, alors bien sûr, parce que j'en ai pas encore parlé, mais bien sûr, les riverains, depuis tant d'années, hein, alors on a baladé les usagers, donc quand ça devient trop fort dans un endroit, le mécontentement des riverains, on déménage, hein, c'est aussi ça le pourquoi des déménagements, c'est qu'en fait, il y a une pression des habitants des quartiers touchés qui en ont marre parce que évidemment, il y a une montée de la violence, de la délinquance, de la petite délinquance, de la manche appuyée, des engueulades sur les trottoirs, des ordures qui sont laissées un peu partout. Il y a effectivement une nuisance au niveau de l'espace public qui est évidente et qu'il ne faut pas nier. Enfin, il ne s'agit pas du tout de mettre la poussière sous le tapis. Mais en fait, il y a aussi donc des agressions. Et pendant cette période de confinement, les riverains, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les usagers continuer à se balader, à fumer, à consommer, etc., alors qu'eux sont confinés. Il y a, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que d'après les professionnels des bus, hein, on observe des agressions, comme par exemple sur le bus de Charonne, des jets de bouteilles, boulevard Ney, à Château-Rouge, à Mercadet-Poissonnier aussi, il y a des insultes, etc. Le bus est accusé de faire venir les usagers de drogue, alors qu'ils sont déjà là. Hein. Mais voilà, bon, c'est toujours pareil. On n'a pas expliqué aux Français la politique de réduction des risques. Donc, eux, ce qu'ils voient, c'est que effectivement, on encourage les drogués à se droguer. Hein. Donc, mais cette politique n'a jamais été expliquée, qui est pourtant un succès hein, au niveau de la santé publique, puisqu'on a vu les infections de VIH passer de 65% dans la communauté d'usagers de drogue à 5%, à moins de 5%, même 3-4%. Hein. Mais ça n'a jamais été expliqué aux Français. Et d'ailleurs, un peu plus tard, à Pantin, lorsqu'on rencontrera des riverains, je vais en parler, ils vont nous dire « Venez nous expliquer la réduction des risques ». Hein, parce qu'effectivement, ils n'en savent rien. Un détail aussi au niveau policier. À Stalingrad, à ce moment-là, il y a 5 cars de CRS qui stationnent. Ça veut dire 55 policiers. Hein. Il y a 10 policiers et un chauffeur, donc 11 policiers par car. Devant la colline, il y en a 2 en même temps, hein, deux autres cars. Ça fait encore 22 policiers. Hein. Plus des voitures avec 2-3 policiers qui vont et viennent. Hein. Donc, ça veut dire que jour et nuit, il y a 120 policiers, parce qu'il faut 3 équipes, qui se relaient hein, pour surveiller cet espace public-là. Hein. Mais après, quand on parle qu'il n'y a pas de policiers disponibles, etc., évidemment, hein, si on met 120 personnes jour et nuit sur des spots comme ça, parce qu'on ne peut pas résoudre un problème qui s'y produit et qu'on veut juste le contenir, évidemment, on a ce genre de situation. Alors, comme c'est le confinement, il y a une certaine tolérance des pouvoirs publics et de la mairie de Paris en particulier. Et le long du canal, là justement à Stalingrad, comme les bars, les restos, le MK2, les cinémas sont fermés, eh bien, on laisse les usagers s'y installer. Et justement, c'est une erreur parce que les usagers vont considérer cet espace effectivement, ouais, c'est bien, on est au bord du canal, etc. Ils vont donc déborder la place de Stalingrad et ils vont se mettre le long du canal. Le 17 mai 2021, arrêté préfectoral qui interdit la distribution de matériel de RDR et les distributions alimentaires. Un décret qui interdit la distribution de matériel de RDR. C'est fort quand même, hein, ça. Et c'est scandaleux. Hein. Et comme par hasard, le 19 mai, 2 jours plus tard, réouverture des bars et des restaurants et des cinémas qui s'y produisent. Évidemment, il y a un lien évident entre ces deux positions. Et c'est pour ça que la mairie de Paris dit « Partez de Stalingrad, allez dans les jardins des Halles le soir jusqu'à 1h du matin », comme si les gars ils avaient une montre et puis ils regardent « Ah non, à 1h, il faut qu'on parte ». Restez donc dans le jardin la soirée et bien sûr, ça va être la journée, ça va être la soirée, ça va être la nuit. Hein. Donc, il y a une occupation du jardin des Halles à la grande colère des riverains et on les comprend. Et ils veulent y aller avec leurs enfants et cet espace est en partie occupé, mais avec encore une fois du matériel qui est laissé, abandonné, etc. Les associations viennent bien sûr toujours dans ces espaces faire un boulot admirable. Hein, c'est les seuls qui s'occupent de ces personnes et qui essaient de soulager un peu leur situation.
hein, car la plupart vivent bien sûr à la rue. Hein. Alors bien sûr, il y a aussi les clients qui viennent acheter leurs produits et qui repartent. Ceux-là, bien sûr, ils sont invisibles puisque la nuisance pour les riverains est minime, bien qu'il y a quand même dans les jardins des Halles une grosse proportion de dealers. Donc, dans la première semaine de juillet, eh bien, il y a l'évacuation des jardins des Halles. Hein. On les laisse installer devant le jardin, c'est-à-dire sur un petit trottoir là je crois que c'est le pont de la rue Riquet, je crois, c'est derrière les jardins des Halles, mais devant. L'entrée principale est de l'autre côté. Mais il y avait aussi une entrée là qu'on condamne. Et il n'y a plus qu'une entrée avec au départ des policiers, puis après des agents de la mairie de Paris qui contrôlent au faciès. Hein. Ah, toi, tu as une gueule de drogué. Non, toi, tu ne rentres pas. Oh oui, madame, allez-y, vous pouvez rentrer. Hein, ça se passe comme ça. C'est vraiment le délit de sale gueule là, qui est filtré hein, par ces agents. On a fait l'expérience. Je suis rentré. Ensuite, je suis rentré avec un usager de crack. Et bien sûr, à lui, on lui a dit non, monsieur, vous restez là. Pour ça, ils sont devant les jardins des Halles et la situation est catastrophique. Hein. Pendant 3 mois, ils restent là, hein, tout l'été. Hein, il y a plusieurs morts, dont un coup de hache. Il y a des vols, des agressions, des viols aussi, bien sûr. Car il y a des femmes aussi, donc comme on l'avait dit auparavant, même si elles sont minoritaires, il y en a. Et il y a des tirs de mortier. Et ça m'avait interpellé quand j'avais vu ça. Je n'étais pas à Paris à ce moment-là. Et j'entends parler de tirs de mortier. Pour moi, les tirs de mortier, c'est ce qui se passe dans les cités. Et c'est en général, souvent, soit des habitants, mais souvent aussi des conflits entre dealers et forces de l'ordre. Et effectivement, ensuite, on se renseigne, et auprès justement des travailleurs sociaux là, du bus de Charonne notamment, qui nous expliquent qu'en fait, il y a 3 points de deal d'herbe et de cocaïne, pas de crack, qui sont dans ce quartier. Et évidemment, ces 3 points de deal, ils sont fortement gênés par la présence policière, par la présence de ces usagers qui font la manche et qui souvent la font à leurs clients. Mais c'est surtout la présence policière et puis bon, le climat de violence qui règne qui font que les acheteurs fuient ces points de deal. Donc les dealers ne sont pas contents. Hein, les dealers d'herbe et de cocaïne, et donc font ces fameux tirs de mortier. Et ensuite, il va y avoir donc l'évacuation de la porte de la Villette. À la porte de la Villette, donc, alors là, cette évacuation, on revient aux bonnes idées de méthode, on n'avertit personne. Aucune association n'est prévenue. Hein, Charonne est prévenue sur le moment, en voyant les policiers débarquer. Et la mairie de Paris, dixit Anne Suéry, qui est quand même l'attachée au maire pour la santé et la réduction des risques, nous dit qu'ils ont reçu un coup de téléphone 30 minutes avant l'évacuation. Hein, voilà. La mairie de Pantin nous dira la même chose un peu plus tard. Donc, le 24 septembre, vers 12h, évacuation avec des bus, hein, ça rappelle des vieux épisodes, qui arrivent, qui embarquent tout le monde manu militari. Hein, et où est-ce qu'on va? Porte de la Villette. Hein, et bien sûr, comme en 2001. Retour à la case départ. Hein, 20 ans se sont écoulés, on en est toujours au même point. Hein. Et on voit bien là le tourner en rond qui démontre l'incapacité totale de vouloir trouver une vraie solution. Des lieux d'accueil ont pourtant été proposés par les associations, des salles de consommation ont été proposées, pardon. Mais ces salles de consommation, il y a toute une campagne qui se déchaîne, on parle de salles de shoot, hein, comme les usagers à 90% ils fument, mais bon, on parle de salles de shoot, on ne connaît pas du tout ce qui se passe dans une salle de consommation à moindre risque, mais c'est pas grave. Hein. Et donc, la mairie nous expliquera qu'ils préfèrent ensuite parler de lieu d'accueil. D'ailleurs, il y a un conflit là qui éclate entre M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Véran, ministre de la Santé. Le premier est en contre, le deuxième est en faveur. Et donc, on trouve Castex, qui aurait dû effectivement faire son arbitrage, finit, mais après s'être fait attendre énormément, finit par, du bout des lèvres, concéder que oui, il pourrait y avoir des lieux d'accueil avec espace de consommation. La petite parenthèse, hein, qui passe un peu en catimini, et qui donc permettrait, mais encore, voilà, ça a été dit, mais du bout des lèvres, rien n'a été vraiment acté, et donc 30 ans hein, se sont écoulés pour avoir cette situation. Et donc, les riverains, eux, ils ne sont pas... on a interviewé alors à la porte de la Villette, c'est toujours pareil, dans un petit coin, et on construit en plus un mur, c'est pour ça que je l'appelle le
mur de la honte, parce que effectivement, en plus, ce qui est complètement inutile, les riverains, les usagers, au lieu de faire ce tour-là par le tunnel, ils font la même distance dans l'autre sens et ils tombent dans pas longtemps pareil. Hein. Donc, soi-disant, c'est un lieu sans riverains. En fait, ils sont à 50 mètres de l'autre côté du périph'. Et donc, les riverains nous disent, lors d'une manifestation qu'on a pu filmer le mercredi, ils vont manifester tous les mercredis devant ce mur avec un slogan « Soignez-les, protégez-nous hein ». Effectivement, on peut comprendre ces riverains et en tout cas, ils nous disent tous mais nous, on n'est pas contre prendre une partie du problème. On veut bien qu'il y ait une salle de consommation qui s'installe à Pantin, mais on ne veut pas que ce soit la seule salle de consommation et que tout le problème nous retombe dessus, alors qu'on ne l'avait jamais eu, nous, ce problème à Pantin, hein, même si on l'a vu à la porte de la Villette, c'était déjà le cas. Mais donc voilà, les riverains ne sont pas du tout, sauf qu'ils en ont marre d'une situation qui a pourri. Et pourquoi s'en laisser pourrir? Parce que c'est une population qui est en grande majorité étrangère, noire ou arabes, et que de toute façon, on n'en a rien à foutre. Et surtout, ces usagers-là sont en plus les plus stigmatisés. Donc du coup, c'est facile de laisser pourrir. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Miguel. C'était un rappel indispensable parce que c'est vrai que cette situation elle évolue depuis 30 ans et qu'on connaît quelques solutions, en tout cas les gens qui s'occupent du problème les connaissent et donc c'est inacceptable que personne n'ait pris ce problème à bras le corps. Est-ce que vous voulez poser des questions? En tout cas, je le félicite parce que c'est vraiment un travail de fourmi que tu as repéré tous les éléments les uns après les autres et tu as été les voir et tu as connu ces gens qui sont des êtres humains, il ne faut pas oublier. En général, on les traite vraiment comme moins que rien. D'ailleurs, beaucoup pour le film, et bien sûr, nous, on voulait les interviewer, on a eu beaucoup de mal pour les interviewer, tellement ils se méfiaient. Bon, je me présentais, j'étais avec donc Jérémy Constant, que je remercie beaucoup, parce que lui, il traitait tous les jours avec eux en distribuant du matériel de RDR dans le bus de Charonne. Et donc, il nous a accompagnés, on l'a interviewé d'ailleurs dans le film parce qu'il a de très grosses connaissances sur le sujet. Et donc, heureusement, il était là. Parce que sinon, ils se méfiaient trop, quoi. Ils ont trop peur du détournement de leurs paroles, etc. Mais c'est vrai que lorsqu'on a réussi donc à en interviewer deux, il y a une troisième femme qui devait le faire et puis après malheureusement son état de santé s'est dégradé et elle ne voulait pas, elle ne pouvait plus témoigner. En tout cas, elle s'estimait qu'elle voulait pas être filmée dans cet état-là. Mais c'est vrai que souvent, en plus, ils épousent le discours ambiant. C'est-à-dire que oui, je sais, on gêne tout le monde. Moi, si j'avais des gosses, j'aimerais pas qu'ils voient ça. Oui, c'est pas normal. Mais tous justement disent, il nous faut un endroit. C'est tout. C'est-à-dire que les riverains, les usagers, tout le monde est d'accord. Les professionnels, bien évidemment, et de santé. Mais voilà, il y a un blocage qui est complètement, je vous dis, là, on peut penser, c'est la toxicophobie, donc d'un côté, dans les médias, l'espèce de surenchère, et dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, et puis d'un autre côté, donc un laisser-faire, on pense que le problème va disparaître, hein, on va le mettre la poussière sous le tapis, et le problème n'a pas disparu, ça fait 30 ans que ça dure. Merci Miguel pour ce témoignage. J'en profite pour signaler que sur le site de l'OFDT, vous pouvez trouver une note de synthèse de la recherche CRAC en Île-de-France, qui a été financée dans le cadre du plan CRAC et qui a été menée par l'OFDT et l'INSERM et qui repose sur deux volets. Un volet qui travaille sur les trajectoires d'usagers avec des observations ethnographiques, des entretiens avec les usagers qui ont été faits, qui peuvent aussi compléter l'approche du film. Et un volet sur l'offre qui montre notamment que les réseaux de trafic sont très peu hiérarchisés, ce qui distingue l'offre de crack d'autres produits et qui pointe aussi le rôle de ces filières sénégalaises de Modou
qui participent au trafic de crack. Et puis, il y a également toute une série de collectes synthèses, donc d'échantillons de crack qui a été faite et qui montre un peu que la composition de ces galettes de crack qu'on trouve sur le marché est souvent assez différente de ce qui est vendu, avec beaucoup d'adultération, de tromperie sur la marchandise. Donc, vous pouvez retrouver tout ça en ligne sur le site de l'OFDT. Le Sénégal étant aussi une victime là, de la prohibition mondiale des drogues, parce qu'effectivement, comment se fait-il que dans les bidonvilles de Dakar ou de Côte d'Ivoire, il y ait une consommation de cocaïne, alors que la cocaïne n'est pas du tout un produit africain. Et il y a donc dans ce qu'on appelle les fumoirs, et d'ailleurs ASUD a un projet, a mis en route un projet qui s'appelle RAF ASUD, c'est-à-dire aider à la constitution d'associations d'autosupport dans les fumoirs du Sénégal et du Côte d'Ivoire, de façon à essayer d'apporter justement nos connaissances de réduction des risques qui avaient quand même marché en Europe, et avec bien sûr beaucoup de respect pour la situation et la culture locale. D'ailleurs, de toute façon, c'est des personnes qui connaissent bien l'Afrique, pour en être issus, qui s'en sont occupés. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? J'en vois une ici et une là-bas. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi, s'il vous plaît? Bonjour, donc Alice Deschenaux, moi je m'occupe du service addiction de Paul Guiraud avec la clinique Liberté et puis NELSA et puis différents dispositifs. Du coup, merci pour cette intervention. Une petite remarque sur l'aspect politique et je pense quand même que c'est extrêmement grave et qu'on a un travail de militantisme très fort à faire quand on a effectivement un ministre de l'Intérieur qui, sur une grande radio nationale d'écoute, est capable de dire de parler de salle de shoot, de dire qu'il n'en veut pas, que ça ne sert à rien et que l'espérance de vie d'un usager de crack est d'1 an. Et sous-entendant, on ne va pas passer de l'argent et s'occuper de ces gens-là. Enfin, c'est quand même comme ça qu'il en parle publiquement, sans aucune base scientifique. Donc, je trouve que c'est extrêmement scandaleux. Et ça montre l'ampleur du travail encore à fournir à ce niveau-là pour inverser de tels discours. Et après, je dirais, on peut, pour ne pas se retrancher que derrière les manquements et les carences de l'approche politique, la situation actuelle sur le crack dans Paris fait aussi que les usagers de crack qui ne font pas partie de cette scène ou qui sont dans d'autres types de consommation à d'autres endroits, et on en voit beaucoup en banlieue, dans le 94 et le 91, on a des récits de consommation, de crack house, de guichets de deal de cocaïne où on apprend aux usagers à cuisiner et donc tout se fait sur place et pas forcément en interaction avec la scène parisienne. Et on a l'impression que du coup, ça focalise aussi toute l'action envers les usagers de crack sur ce qui se passe dans Paris et pour être des dispositifs de banlieue. Et c'est pourtant des usagers qui sont chez nous. Et là, ce sur quoi je voulais rebondir et où là, on a matière à faire, c'est que j'ai l'impression que dans la réduction des risques, il y a vraiment un travail qui s'est amorcé sur le travail sur le matériel, sur la pipe universelle, sur comment avancer dans ce secteur-là, comment essayer de proposer des salles de consommation qui intègrent aussi les produits fumés inhalés. Mais du côté du soin, je pense qu'on a encore un énorme travail à faire dans nos conditions d'accueil, parce que c'est quand même un public qui change effectivement aussi dans sa présentation clinique et dans ses modalités relationnelles et dans sa difficulté de suivi. Et on a souvent des dispositifs qui peuvent être très répulsifs envers ce public dès qu'il y a un peu trop de rigidité, dès qu'on a un petit peu de mal avec l'agitation, avec des personnes qui peuvent être très changeantes dans leur modalité relationnelle et dans leur comportement dans les structures, qui peuvent être dans des demandes de faire des séjours de rupture sans pour autant être dans un arrêt des consommations. Et c'est parfois extrêmement difficile de travailler avec des dispositifs d'hospitalisation temps plein qui proposent les modalités de sevrage et qui ont du mal encore avec le principe d'accueillir quelqu'un pour qu'il se restaure un peu, fasse un break et soit pas forcément encore dans une démarche de soins. Enfin, je trouve qu'on a aussi à réfléchir encore et à travailler dans nos pratiques et notre offre de soins pour mieux faire avec ce public. Donc, c'est ce que je voulais partager, rester militant vers les politiques, mais aussi porter un regard sur nous-mêmes, notre offre de soins. Et peut-être, je ne sais pas s'il y a un commentaire que tu penses du côté d'ASUD sur ces questions-là, sur l'offre de soins actuelle en addictologie pour ce public en particulier.
c'est vrai que nous, on s'occupe surtout des droits des usagers, hein, mais évidemment que l'aspect soin est important. Et c'est vrai que je pense que malheureusement non. Oui. Mais c'est vrai que c'est vrai que l'aspect soin doit être travaillé et ça c'est pour ça qu'on est en liaison avec les associations parisiennes, hein, de réduction des risques, justement comme Opélia, comme Gaïa, Charonne, etc. et d'autres. Parce que effectivement la coopération entre associations d'autosupport et professionnels du soin nous paraît très importante, et le rôle des pairs aussi, ça nous fait un peu rire à Sud, parce que là on a l'impression qu'on découvre que les pairs peuvent être intéressants dans les processus de soins, et on vient même nous dire, on va même essayer de nous apprendre que effectivement c'est une bonne chose, alors que dans la charte d'Assud de 1992 ou 13, eh bien il était justement stipulé dans les derniers articles que les pairs doivent être acceptés dans les centres de soins comme professionnels à part entière, et non pas juste pour faire des maraudes à l'extérieur et ramasser les shooteuses qui traînent par terre, mais également pour offrir un vrai accompagnement à l'intérieur des soins et recevoir un salaire identique aux autres professionnels. Et bon, on est très satisfait de cette découverte, entre guillemets, mais ceci dit, maintenant, pour être moins ironique, c'est vrai que cette coopération est nécessaire, tout à fait, et qu'il y a beaucoup de travail, effectivement, parce que c'est un public qui a la réputation d'être difficile. C'est un public, par exemple, entre pour une salle de consommation d'héroïne ou d'opiacés, même en général, c'est que la personne, elle vient toutes les 3 heures au maximum. L'autre, il peut venir toutes les 10 minutes. Donc, c'est un turnover qui est beaucoup plus important, et c'est pour ça qu'il faut atomiser ces salles, en faire plusieurs, et 4, ça me paraît. En plus, ils ont été réduits à 3 parce que, soi-disant, la 4e est près d'une école. Donc, du coup, il faut atomiser le plus possible, et que toutes les associations prennent leur charge du problème, et leur part, je veux dire, du problème, et puis essayent effectivement et à Sud, pour ça, est tout à fait prêt. Nous, on fait des formations aussi, genre en ce moment avec Gaïa, on va en faire avec Opélia sur les savoirs expérientiels. Voilà, c'est là où on peut effectivement apporter notre grain de sable. Merci. Il y avait une question de Bertrand Lebeau aussi. Merci beaucoup. Oui, je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui vient d'être traduit en français, d'un prix Nobel d'économie qui s'appelle Angus Deaton, et de Anne Case, qui, dans La vie civile, et son épouse, ils avaient publié un article qui était lié à la crise des opioïdes, qui s'appelait, je crois, Mortalité et morbidité au XXIe siècle. Et de cet article, ils ont fait un livre qui s'appelle Mort de désespoir et l'avenir du capitalisme. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'avère qu'au début de la crise des opioïdes, de manière tout à fait surprenante, alors que les épidémies de consommation, comme on dit, précédentes, touchaient les minorités visibles, les Noirs en particulier, la grande épidémie de cocaïne crack des années 90, avant la grande épidémie de consommation d'héroïne, de manière a priori très surprenante, on a constaté que les premières victimes de la crise des opioïdes, c'était des Blancs. Alors, pas n'importe quel Blanc, des Blancs souvent peu diplômés, des ouvriers, des gens qui travaillaient par exemple dans ce qu'on appelle la Rust Belt, la ceinture de rouille, les anciennes grandes villes industrielles qui, grâce à la mondialisation heureuse, avaient mis en quelque sorte sur le pavé beaucoup de monde. Et ça a évidemment quelque chose d'extrêmement surprenant. Aujourd'hui, alors habituellement, ces Blancs-là, ils meurent de suicide, d'alcool, d'overdose d'opioïdes ou d'un mélange compliqué des trois. La situation a un peu changé, et en particulier depuis que les fentanyloïdes sont arrivés sur le marché,
c'est-à-dire en gros depuis les années 2010-2012, les minorités visibles sont aussi impliquées. Ouais. Malheureusement, dans cette épidémie. Bien sûr. Mais il y a évidemment quelque chose d'extrêmement troublant à constater. Encore une fois, ce n'est pas n'importe quel blanc, ce n'est pas les blancs qui sortent de Princeton, c'est vrai, mais que les blancs ont constitué au début de cette épidémie la première communauté, en quelque sorte, victime de cette crise des opioïdes. Oui. C'était pour faire le pendant avec... Oui. Mais c'est vrai que, ceci dit, là, on le voit, pour revenir à l'intervention précédente, c'est vrai que la façon d'aborder le problème du crack est quand même bien différente, je parle au niveau du soin, que celle des opiacés quand même. Hein. Pour les opiacés, on a des traitements de substitution, on a donc des TSO quand même qui marchent bien, même si en France, c'est encore scandaleux que depuis les années 90, on n'ait que 2 molécules, la buprenorphine et la méthadone, hein, alors que quand on pense que pour le VIH, on en a 26 ou 30, je ne sais plus maintenant, pour le VHC, on commence à en avoir toute une palette aussi. Hein, on reste sur 2 molécules, alors que justement, et là je pense au crack, en Espagne en tout cas, moi je l'ai observé d'une manière très personnelle et rapprochée, c'est que effectivement quand vous êtes dans la méthadone, vous n'avez aucun plaisir, et dans la buprenorphine c'est pareil. C'est presque pire. Et je veux dire au niveau du plaisir. Et donc, comme vous n'avez plus de plaisir, vous allez le chercher ailleurs, ce plaisir. Et là, poum, paf, le crack. Et effectivement, qui est en plus bon marché, entre guillemets, si on l'achète avec parcimonie, évidemment, ça revient très cher si vous êtes accroché, ce qui n'est pas une fatalité du tout, hein, ceci dit. L'image de je fume une pipe de crack et ça y est, je suis parti, hein, c'est comme la même histoire que pour l'héroïne. Heureusement que tous ceux qui ont goûté l'héroïne et maintenant le crack ne deviennent pas accros à ces substances, hein. C'est toujours les usagers problématiques, on les évalue entre 10 et un maximum de 20% des usagers qui deviennent. Mais cela, on n'en parle pas des 80. On parle toujours évidemment mais avec raison, puisque c'est ceux qui posent un problème social et dans l'espace public. Mais il faut quand même rappeler ces chiffres. Hein. Il y a 80% d'usagers de drogue qui sont bien insérés. C'est votre beau-frère, c'est votre tante qui travaille, qui a des gosses et qui, voilà, moi j'ai mené ma vie pendant 30 ans avec j'ai fondé une famille, j'ai fait des études et j'étais, oui, héroïnomane aussi. C'est pas contradictoire. Il y a des idées reçues sur les drogues et c'est vrai que parfois les coups de projecteur sont toujours fixés sur effectivement ça vend plus le junkie qui se fait un shoot entre 2 sanisettes ou entre 2 voitures plutôt ou dans une sanisette que le gars bien inséré qui travaille et qui a des problèmes d'addiction, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien, Madame la Marquise. Je suis en train de dire que simplement le niveau social, le niveau culturel aussi, bien évidemment, pèse beaucoup dans la façon d'aborder l'addiction, que ce soit au niveau personnel comme collectif. Merci. 2 questions. Fadi Merouet. Oui, bonjour. Fadi Merouet, 25 ans d'incarcération. Moi, en fait, je voulais réagir parce que ce qui nous inquiète actuellement, c'est qu'on a eu un courrier de la DGS et des ARS pour nous demander qu'est-ce qu'on fait pour les craqueurs. Donc, ça veut dire qu'on nous prévoit déjà de faire entrer des craqueurs en prison. Bien sûr. Voilà. Juste avant les élections, parce qu'il fallait... Voilà. Et donc, voilà, je pense que dans les mois qui viennent, beaucoup de craqueurs seront dans les prisons. Et dans les prisons où il n'y a rien pour les accueillir, enfin, sur le plan de... Voilà, donc attirer votre attention là-dessus. Et tu as tout à fait raison. Voilà. Tu as tout à fait raison, parce qu'en plus, la RDR en prison, tu sais mieux que personne, sauf là où tu es, et dans quelques très, très rares autres prisons, eh bien, n'est pas une réalité. L'information, dans le meilleur des cas, rentre, mais certainement pas le matériel. Donc, effectivement, ça pose un vrai problème. Alors j'ai répondu que j'avais des pipes à crack pour ceux qui veulent, voilà, s'ils veulent faire rentrer les craqueurs. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire. Bah oui, parce que, évidemment, il n'y a pas de drogue en prison, hein, tout le monde le sait. Hein, donc, pourquoi donner du matériel? Une toute dernière question, juste là.
Merci. Voilà, ce sera plutôt une remarque, si vous me le permettez. Premier point, Miguel a présenté de manière remarquable le processus de pourrissement et de laisser faire qui a conduit à cette situation intolérable qui est faite aux usagers de crack du nord de Paris. Et effectivement, 30 ans, c'est quand même affligeant, quoi. Et c'était super de reprendre l'histoire, 30 ans de laisser faire et de pourrissement entre deux interventions policières. Et ça me renvoie à l'idée que pour ce qui concerne Paris, il y a vraiment besoin d'un plan crack à Paris. Mais pour faire écho aussi à l'intervention d'Alice de tout à l'heure, c'est vrai que le plan crack à Paris, il concerne bien sûr ces usagers qui sont en grande souffrance, qui sont les plus en difficulté, mais en fait, il concerne tout Paris. Parce que c'est vrai que des points de deal et de consommation de crack à Paris, il y en a beaucoup. Moi, je travaille dans le 13e arrondissement, qui s'appelle Émergence, et je suis généraliste à Paris, dans le 13e arrondissement, autour d'un foyer qui est situé rue Chevaleret, il y a un gros phénomène de consommation de crack qui se développe, au point qu'on avait passé avant, des usagers viennent dans notre XAPA pour pouvoir, pour qu'on leur remette des kits base, et on le fait. Donc les gens qui sont à l'accueil le font. C'est pour l'instant des usagers qui ne demandent pas à être soignés, mais c'est un phénomène nouveau qu'on constate, qui montre bien que le phénomène se développe. Et il se développe aussi d'ailleurs auprès d'autres populations. Donc on a vraiment besoin d'un plan global. Et la deuxième chose, je crois qu'il est important, ça n'a pas été évoqué là, c'est que le ministre de la Santé, quand même, dans le cadre effectivement d'un conflit avec le ministre de l'Intérieur, qui nous rappelle d'ailleurs un conflit d'il y a 30 ans entre Pasqua et Michel Barzac sur la libéralisation des seringues en pharmacie, où il y a en fait le même type de combat qui se menait entre le tenant de la répression et le tenant de la santé. Finalement, on revit les mêmes choses. Là, quand même, le ministre de la Santé a annoncé que dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, il va y avoir un article qui va permettre la création d'espaces des haltes soins addiction. Donc, qui vont être en fait la possibilité d'avoir des espaces de consommation adossés au CARUD. Donc, je ne me fais pas d'illusions, mais je crois qu'il faut s'engouffrer dans cette possibilité légale, parce que ce qu'il faut, c'est qu'on ait effectivement des espaces de droit, comme tu as très bien dit, Miguel, qui fassent qu'on n'ait pas de concentration à un endroit de Paris, dans le nord de Paris, comme par hasard, effectivement, mais qu'il y ait plusieurs espaces comme ça dans Paris. Et je pense que c'est l'enjeu, sur la base des choses ignobles qu'ont vécu ces usagers, c'est l'enjeu de ce qu'on doit construire maintenant, quoi. Un maillage absolument le plus étendu. Effectivement, tu parles du 13e. À Montreuil, il y a le même phénomène qui se produit. À Gare du Nord, d'ailleurs, Gaïa l'avait anticipé puisqu'il avait, alors ce n'était pas prévu dans le projet initial, mais d'avoir un petit espace de consommation inhalée donc dans la salle de consommation de la Gare du Nord, parce que justement, elle savait bien d'abord qu'il y avait à la fois des gens qui injectaient des opiacés, du Skénan, et en même temps qui fumaient du crack, pour les raisons aussi que dont je vous ai parlé aussi en grande partie. Mais c'est vrai que cet espace est insuffisant et il faudrait multiplier. Les Catalans l'ont très bien compris. Je crois que sur la Catalogne, sur Barcelone, il y a une douzaine ou une quinzaine même d'espaces de consommation répartis dans la ville. Hein. Et des fois, c'est des tout petits espaces. Hein. Il ne suffit pas pour 2 personnes. C'est pas la peine non plus que d'avoir une salle énorme, etc. Si on sait qu'à autre part, il y en a d'autres. Et puis, comme le turnover est rapide, pour le crack en plus, donc du coup, ça peut jouer sans de gros investissements. Merci beaucoup. On pourrait poursuivre la discussion et peut-être qu'on va le faire avant le déjeuner, mais on doit conclure malheureusement. Merci à toute la salle, à tous les intervenants et à bientôt. Bon appétit.